Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20. À la une, la préparation au bac mouvementée des élèves de première du lycée Monod à Saint-Jean-de-Bray. Leur professeur de français n'a presque pas fait cours depuis la rentrée. Une situation qui inquiète et agace les parents d'élèves. On l'entendra dans ce journal. À Châteaumeillan, dans le Cher, personne ne s'est porté candidat pour remplacer le maire qui a démissionné en octobre. 0 candidat, en tout cas pour les élections partielles du mois prochain. Et ce n'est pas une surprise pour l'ancien maire. Les compétences structurantes n'appartiennent plus à la commune. Il ne reste que des broutilles à gérer selon lui. Et puis Gainsbourg, Balavoine, Souchon ou encore Cabrel s'affichent dans le pressoir de Rozoy-le-Vieil dans le Loiret. Des photographies exposées aux côtés de peintures et de sculptures qui évoquent elles aussi la musique. Une exposition qu'on visitera à la fin de ce journal. Mais d'abord, cette information, le propriétaire du château du Clos Lucé et l'ancien architecte en chef des monuments historiques ont été condamnés ce matin à la peine maximale pour avoir réalisé des travaux sans autorisation. L'entreprise en charge de ces travaux a également été condamnée. Les peines, ce sont des amendes allant jusqu'à 18 750 €. Lors des travaux réalisés en 2016, des vestiges du 18e et 19e siècle ont été détruits, des pièces modifiées. Dans le même temps, un atelier présenté comme celui de Léonard de Vinci a été créé de toutes pièces. Or, ce château est un monument classé. On écoute l'avocat de l'architecte. Jamais il n'a été reproché ni à son architecte, ni à M. Saint-Brie, ni à la société du Clos Lucé d'avoir détruit ou porté atteinte à un monument historique. La seule chose qu'on est reproché à ces messieurs, c'est uniquement de ne pas avoir demandé une autorisation administrative qui, si elle avait été demandée, leur aurait été vraisemblablement accordée. Et quand on voit le résultat des travaux qui, à la fin, ont été entrepris, tout le monde les a salués. Et précisons que les condamnés ont décidé de ne pas faire appel. Dans l'affaire Le Squarnex, cette annonce de la procureure de Lorient, le nombre de victimes potentielles du docteur Le Squarnex s'élève désormais à 349. Le chirurgien est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur des patients mineurs pendant près de 30 ans de carrière, notamment en Indre-et-Loire. Joël Le Squarnex comparaîtra en mars prochain devant la cour d'assises de Saintes en Charente-Maritime pour des accusations de viol et d'agression sur 4 mineurs. C'est une grève qui se voit peu, la grève des pompiers. Ça fait pourtant 6 mois qu'ils se mobilisent pour dénoncer un manque d'effectifs, mais ils continuent à intervenir pour secourir la population. Alors pour se faire entendre, les sapeurs-pompiers du Loiret se sont rassemblés aujourd'hui sur la place du Martroi, en plein marché de Noël. Amélie Rigodanzo, Pierre-Dominique Lepet et Laurent Blard. Les pompiers ont décidé de se faire entendre. Ils sont en grève depuis 7 mois, mais réquisitionnés, les hommes du feu continuent d'assurer leur mission. Le mouvement est donc passé inaperçu. Pourquoi vous êtes en grève ? Pour plein de choses, monsieur. On a décidé d'interpeller la population aujourd'hui pour leur dire c'est grave. Demain, quand vous appellerez les pompiers, peut-être qu'il n'y aura plus personne au bout du fil. Et on a besoin de leur soutien. Et on espère que les politiques changeront et qu'on pourra avoir de véritables mesures du fait de la grève. Les pompiers s'inquiètent pour leur retraite, demandent de bénéficier d'une prime de risque, mais surtout, ils dénoncent le manque d'effectifs dans les casernes. C'est le cas à Orléans, mais aussi à Pithiviers, Gien et Montargis. Les nuits où on se retrouve à -3 ou -4 personnels et qu'on ne peut pas armer les camions qui sont dans la remise, et bien effectivement les pompiers ils viennent de 20 ou 25 minutes aux alentours. Ça en devient dangereux puisque vous prenez rien que pour un arrêt cardiaque, le temps d'attente, il y a 10% de chance de survie en 1 minute. Donc vous prenez 10 minutes. Les élus locaux ont aussi été conviés à venir les rencontrer. Invitation acceptée par la députée de la 2e circonscription du Loiret. Évidemment qu'on souhaiterait tous en recruter davantage. Maintenant, il faut voir où est-ce qu'on trouve les fonds. Parce que, comme vous le savez, l'argent de l'État comme l'argent des collectivités, c'est l'argent des citoyens. Ce sont les impôts. Donc comment est-ce qu'on trouve une solution à ça ? Caroline Janvier s'est engagée à faire remonter leurs revendications au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et de les rencontrer à nouveau fin janvier. C'est aussi à cette période que les sapeurs-pompiers envisagent de se rendre à Paris pour manifester. Et dans le même temps, la grève contre la réforme des retraites est toujours très suivie à la SNCF alors que débutent les vacances de Noël. C'est donc l'affluence ce soir dans les gares de la région comme ici à Tours. La circulation restera très perturbée dans la région samedi et dimanche avec entre 1 et 4 allers-retours pour les TER et 2 TGV sur 4 sur l'axe Paris-Tours. Et quasiment tous les trains prévus ce week-end étaient complets dès ce midi. Les lignes Paris-Orléans-Tours et Paris-Bourges notamment sont saturées. Les ventes de billets
billets ont été fermés pour éviter toute affluence dans les gares. Et la SNCF a prévenu, les voyageurs sans billets doivent reporter leur voyage. Une information à retrouver sur notre site internet cvdl.france3.fr. Au lycée Jacques Monod à Saint-Jean-de-Bray, les absences à répétition d'une professeure de français inquiètent les parents et les élèves de première. Depuis septembre, ces derniers n'ont quasiment pas eu de cours. Le bac blanc a même été annulé. Reportage d'Emeline Coq et Quentin César. Depuis quelques semaines, ces mamans en colère viennent devant le lycée Jacques Monod pour dénoncer la situation que vivent leurs enfants. En cause, une professeure de français qui multiplie les absences depuis la rentrée. Nos enfants sont très inquiets. Ils ont un bac de français à passer dans 5 mois. Ils ont dû avoir une quinzaine d'heures de français. C'est plus possible. Déjà avec les grèves, les cours sont hachés. Donc les enfants, c'est compliqué pour eux. En plus, avec la réforme où ce sont des COEF qui sont hyper élevés par rapport à l'année dernière, comme il n'y a pas de spécialité. Donc si nos enfants n'ont pas leur bac de français, je peux vous imaginer, comme c'est sur du contrôle continu, ça veut dire quoi? Qu'ils redoublent tous? Les 60, là, ils redoublent tous? Sollicité, le proviseur a promis aux parents des solutions. Mais en attendant, cette lycéenne n'est pas rassurée pour l'avenir. On a dû annuler le bac blanc, si on peut dire ça, un devoir commun en français qui devait avoir lieu en décembre. Donc elle a voulu le reporter en février, sauf qu'on n'a aucun entraînement, donc on a décidé de refuser. On en a parlé avec le proviseur, il était d'accord. En tout, cette professeure a été remplacée 2 fois depuis le début de l'année. Pour le rectorat d'Orléans, c'est déjà une réussite, car il est difficile aujourd'hui de recruter des contractuels en cas d'absence répétée. C'est un problème qui est quand même national, qui fait que certaines matières sont dites en tension, ce qui fait qu'il y a des viviers de remplacement de professeurs parfois qui ne sont pas forcément suffisamment remplis, et nationalement parlant, ce qui fait que parfois on a des difficultés, des tensions sur certaines matières. Le rectorat précise ce matin qu'un professeur sera présent dès la rentrée de janvier pour assurer des cours de rattrapage. Et on ouvre maintenant une page politique avec d'abord une escale à Châteaumeillan dans le Cher. On en avait parlé dans ce journal. Le maire a démissionné en octobre dernier. 2 nouvelles élections partielles auront lieu le mois prochain. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune liste candidate. Les explications de Céline Durchamp et Antoine Werner. Pour Guy Bergerot, désormais ex-maire de Châteaumeillan, ce n'est pas une surprise. La sous-préfecture de Saint-Amand-Montrond n'a reçu aucune candidature pour sa succession, alors que le dépôt de liste est arrêté depuis le 18 décembre dernier. Il n'y aura pas de premier tour lors des élections partielles en janvier. Toutes les compétences structurantes n'appartiennent plus à la commune. Le tourisme, la culture, la santé, le développement économique, etc. Ça n'appartient plus à la commune. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne gérer, que quelqu'un vienne gérer dans une commune? Il nous reste quoi, ce que j'appelle moi les crottes de chien. En attendant, le premier adjoint est aux commandes de la mairie. Frédéric Durand, lui, est candidat au municipal en mars, mais il ne souhaitait pas se présenter avant. On était parti depuis le début pour le 15 mars. Se présenter en janvier, ça veut dire rester en place que pour 2 mois et ne pas mettre en œuvre le programme qu'on va établir. C'est certes aussi s'exposer à la critique pendant 2 mois. Voilà. Ce commerçant faisait partie du conseil municipal et il a lui aussi démissionné. Mais loin d'être résigné, il repart en campagne aux côtés de Frédéric Durand. Sa démission était une manière de faire réagir les autorités. On a eu beaucoup de choses compromettantes. Maintenant, ça va être du passé. Janvier, maintenant, s'il y avait une liste, très bien. Il n'y en a pas, c'est peut-être pas plus mal parce que ce ne sont que des affaires courantes. Il n'y aurait rien eu à décider. Maintenant, on va se concentrer sur l'avenir. Un deuxième tour d'élection partielle pourrait avoir lieu le 19 janvier si une ou plusieurs candidatures parvenaient à la sous-préfecture entre les 2 tours. Châteaumeillan devra encore attendre pour connaître son nouveau maire. Et on approche donc des élections municipales. À cette occasion, on fait le point sur la situation à Tours. Les forces de gauche partent très divisées avec pas moins de 6 listes en course. Les différentes composantes de la gauche tourangelle ont pourtant essayé de s'entendre sur une liste commune. Mais cela n'a donc pas marché. Le récit de Luc Perrault et François-Xavier Mauffret. On les avait surnommés les visiteurs du lundi. Patiemment, pendant plusieurs semaines, toutes les composantes de la gauche tourangelle se sont assises à la même table avec un objectif, s'accorder pour construire ensemble une liste commune. Mais début décembre, patatras, fini la belle unité. La liste verte d'Emmanuel Denis, soutenue par les cogitations citoyennes, ouvre son propre QG de campagne.
D'autres suivent, en ordre plus ou moins dispersé. Pour Claude Bourdin et une partie des Insoumis, le divorce est consommé, au moins jusqu'au premier tour. C'est essentiellement sur le programme qu'on n'a pas réussi à trouver un accord complet. Et notamment, effectivement, sur les services publics. Il y a 2 lignes, en fait. Il y a une ligne social-démocrate écologisante. Et puis, il y a une autre ligne, qui est une ligne de transformation démocratique, sociale, écologique et féministe. À gauche, il y aura 3 listes. Bon, écoutez, ça permettra à l'ensemble des forces de gauche de présenter l'ensemble, la richesse de leur programme. Et pourquoi pas, au second tour, trouver un accord pour battre la droite. Plusieurs anciennes figures du Parti socialiste cherchent elles aussi à construire leur propre liste autonome. C'est le cas de Michael Cortot avec son projet citoyen pour Tours et des indépendants de Nicolas Gautreau. Et puis, il y a ceux qui veulent croire qu'un rassemblement reste encore possible, à leurs conditions. On reste la porte ouverte, on reste à discuter et je pense qu'on va réussir à avoir une belle équipe qui provoquera l'alternance. Parce qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. Aujourd'hui, l'adversaire, c'est Christophe Boucher, avec sa politique libérale qui est calquée sur celle de Macron. Donc on va avoir en face de nous bonnet blanc et blanc bonnet, Christophe Boucher et puis Benoît Pierre, qui vont nous proposer la même chose. Donc ce sont eux nos adversaires et on ne se trompe pas d'adversaire. Bonjour madame, pour les élections municipales à Tours, je suis... Rassembler, c'est aussi le vœu de Jean-Patrick Gilles et Cathy Munch-Masset, venus du Parti socialiste. Pour eux, le temps passé à essayer de négocier n'aura de toute façon pas été vain. Ce travail en commun, ces heures, on a compté plus de 18 heures de travail, c'est une séquence qui est inédite et qui n'avait pas existé depuis plus de 10 ans dans la vie politique tourangelle. Donc je pense que d'abord il faut se réjouir de cette mise en commun qui a fait apparaître d'abord beaucoup de synergie. Il faut qu'on soit au rendez-vous de nos responsabilités, les uns et les autres. Donc le dialogue doit se poursuivre pour que ce rassemblement puisse se faire pour le premier tour. Le Parti communiste est quant à lui très courtisé. Les adhérents n'ont pas encore arbitré leur choix entre ces listes qui se veulent toutes deux rassembleuses. Au niveau programmatique, on a développé 19 points sur lesquels on est absolument d'accord. Donc on comprendrait mal, et la population tourangelle comprendrait mal qu'on ait 2 listes qui partent avec un programme tellement convergent que ce serait quasiment le même, simplement pour des histoires d'ego. Réponse mi-janvier pour le positionnement communiste. Sans doute à Tours, plus qu'ailleurs, la période des fêtes sera propice aux échanges entre ces différents partenaires. Car tous les candidats le savent, un morcellement des forces reste le plus sûr moyen de perdre toute chance de décrocher la mairie de Tours. Le projet de budget 2020 a été voté hier au Parlement et parmi les mesures annoncées, une modification du crédit d'impôt pour la transition énergétique. On en parle avec vous ce soir, Caroline Ditte. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que sont ces changements au 1er janvier 2020 ? Alors, depuis 2005, déjà pour commencer, chaque contribuable, qu'il soit propriétaire ou locataire, est éligible à un crédit d'impôt de 30% pour des travaux de rénovation énergétique effectués dans sa résidence principale. Cet avantage porte sur les dépenses engagées qui sont plafonnés, 8 000 € pour une personne seule, 16 000 pour un couple. Eh bien, au 1er janvier prochain, ce crédit d'impôt sera remplacé par une prime forfaitaire allouée en fonction du type de travaux effectués. Une prime qui ne sera par ailleurs ajustée selon les revenus du ménage. Autre différence notable et pas des moindres, jusqu'à maintenant, ce crédit d'impôt n'était versé que l'année suivant la réalisation des travaux. La prime à venir sera quant à elle versée dès la fin du chantier, de quoi éviter les trous de trésorerie. Mais malgré cela, certains ménages s'inquiètent de ces changements. En effet, la réforme prévoyait initialement d'exclure du nouveau dispositif les ménages les plus aisés. Hier, le scénario a quelque peu changé. Les parlementaires votaient le projet de budget 2020 et ils ont obtenu de réintégrer ces foyers les plus riches dans le dispositif à venir. Mais attention, pour ces ménages, seuls certains travaux seront pris partiellement en charge. L'isolation par l'intérieur, autrement dit l'isolation des combles, à raison de 10 € par mètre carré, et l'isolation du logement par l'extérieur à hauteur de 25 € par mètre carré. Certaines personnes s'interrogent donc sur l'urgence ou non de signer un devis avant le 31 décembre 2019, ne sachant pas si elles risquent ou pas de perdre des avantages fiscaux. Et je vous propose d'écouter à ce sujet les conseils de Luc Guillier. Il est chargé de mission énergie à l'ADIL du Loiret. C'est l'agence départementale pour l'information sur le logement.
Pour tout ce qui va être des travaux de changement du système de chauffage, ça peut être intéressant de signer cette année. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter et oublier le bon sens qu'on peut avoir, c'est-à-dire de faire plusieurs devis, de vérifier son entreprise, si on a le temps, de prendre contact avec l'espace faire de son département pour vérifier si les aides financières qui sont annoncées sont bien les bonnes. Voilà, il ne faut pas oublier ça, mais voilà, on sait que pour certaines personnes, ce sera plus intéressant de signer cette année. Et quels types de travaux sont concernés par cette prime ? Alors, ces travaux peuvent être de plusieurs natures. Alors, ce peut être par exemple l'installation de matériaux d'isolation thermique ou encore le remplacement de fenêtres en passant d'un simple vitrage à un double vitrage ou encore l'installation d'appareils de chauffage ou de production d'eau chaude utilisant une source d'énergie renouvelable. Pour avoir droit à ce crédit d'impôt, les travaux doivent être réalisés par une entreprise labellisée RGE, c'est-à-dire reconnue garant de l'environnement. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.faire.fr. Merci pour ces précisions, Caroline. La transition énergétique avec aussi bientôt un nouvel incubateur d'entreprise à Orléans. La Green Labo accueillera les startups des secteurs du végétal et de l'agriculture sur le campus Xavier Belin à La Source. Les autorités étaient présentes ce matin pour la pose de la première pierre. En l'occurrence, il s'agissait de fleurs posées sur le logo de l'incubateur. Le bâtiment doit être livré dans 1 an. L'année 2019 n'est pas tout à fait terminée. On célèbre donc encore le 500e anniversaire de la Renaissance. À Tours, les archives municipales exposent quelques trésors à la chapelle Saint-Éloi. Et c'est l'une de nos idées de sortie pour ces prochains jours. Voici l'agenda préparé par Caroline Ditt et Pierre-Dominique Lepay. Correspondance, registre de comptes, décision de justice ou encore reproduction d'estampes. Ces documents d'archives, tous issus du fond de la ville de Tours, constituent un véritable trésor. Des témoignages exceptionnels des 15e et 16e siècles. On devine à travers les pièces l'histoire de Tours, la relation qu'a la ville de Tours avec la royauté, les corporations de la ville de Tours et donc son activité économique et culturelle, et puis la vie des Tourangeaux, notamment à travers les registres paroissiaux. Des registres paroissiaux tenus par les prêtres de la cité et qui recensent les baptêmes et les sépultures, avant même que l'édit de Villers-Cotterêts ne l'impose en 1539. Et puis cette ordonnance qui nous apprend ou nous rappelle, pour les plus férus d'histoire, que le premier hôtel de ville de Tours était en fait une maison située dans l'actuelle rue du Commerce et achetée en 1467. Mais les archives municipales sont aussi parfois l'occasion de croiser quelques grands noms de la Renaissance, sous un jour quelque peu différent. Nous avons présenté une lettre de Pierre de Ronsard qui s'adresse au corps de ville, non pas en tant que poète, mais en tant que prieur de Saint-Côme. Et il se plaint des activités polluantes qui sont à proximité du prieuré et qui souillent la Choisy, qui passe à côté. Voilà, on voit ici, en bas à droite de la lettre, la signature de Ronsard. D'autres illustres signatures sont à admirer dans ces trésors d'archives, au rang desquels celle de François Ier qui annonce ici dans une lettre la naissance d'Henri II en 1519. L'occasion, au-delà de la dimension historique, d'apprécier aussi l'esthétique de ces pièces d'archives. Signatures travaillées, lettrines illustrées, reliures artisanales, de véritables œuvres d'art à découvrir jusqu'au 17 janvier aux archives municipales Saint-Éloi. Quelle actrice vous a le plus fortement transmis son ADN ? En France, je vois vraiment personne. Palme d'or au Festival de Cannes en 2018 avec son long métrage Une affaire de famille. Le réalisateur japonais Hirokazu Koreeda est de retour. Dans son nouveau film La Vérité, il nous embarque dans la vie de Fabienne, incarnée par Catherine Deneuve, entre vérité cachée, rancunes inavouées et amour impossible. C'est quoi ça, maman ? Attendre ma fille devant le portail de son école me mettait en joie, mais c'est jamais arrivé une seule fois. Quelle emmerdeuse. À découvrir en avant-première au cinéma Les Lobbies à Blois le 24 décembre. L'artiste Massinissa Selmani nous invite à partager son goût pour la cartographie. Il expose actuellement au Centre de création contemporaine Olivier Debré à Tours. Des dessins minutieux réalisés au crayon de papier à partir d'images de presse en lien avec l'actualité. Le calme de l'idée fixe, une exposition à visiter jusqu'au 26 janvier. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts.
En cette période de fête de fin d'année, les Stentors reprennent les plus grands chants de Noël. Le groupe aux 4 voix d'opéra donnera un concert exceptionnel en l'église Notre-Dame de Vierzon le 21 décembre prochain. Et autre idée de sortie, si vous êtes dans le Montargois, à Rozoy-le-Vieil, une association organise régulièrement des expositions pour faire connaître des artistes ainsi que le patrimoine de la ville. À chaque fois, un peintre, un photographe et un sculpteur sont mis en lumière. Visite guidée avec Liane Courtet et Vincent Logereau. Peinture, photographie, sculpture, c'est une exposition éclectique qui se tient dans ce pressoir, bâtiment traditionnel du bocage gâtinais. Alors nous sommes ici dans le pressoir de Rozoy-le-Vieil que nous avons décidé de faire revivre pour faire connaître notre patrimoine. Toutes ces œuvres ont été rassemblées par le photographe Michel Rouget, à commencer par ses propres créations. De 1965 à 2014, il a capté ces instants précieux et souvent inédits de la vie de dizaines d'artistes, Gainsbourg, Balavoine, Souchon ou Cabrel. Claude Nougaro m'avait invité dans son studio avenue Junot et je lui ai dit on va faire cette photo auprès de cette statue. Il m'a dit non, attends, il a mis son écharpe en me disant une main devant le nombril de l'univers. Et de plus, j'ai eu un grand privilège, c'est quand on était à table à côté de Claude, on avait le droit de partager à sa droite, la seule personne qui était à sa droite, sa bouteille de Mouton Cadet. Aux côtés des photographies, les œuvres de son meilleur ami, aujourd'hui décédé, Jean-Louis Foulquier. Célèbre créateur du Festival des Francopholies de La Rochelle en 1985, il s'était tardivement tourné vers la peinture, traduisant son inspiration débordante en de grandes toiles colorées. Non seulement en étant homme de la nuit, passait ses journées à peindre et avec beaucoup de talent, sans oublier le phare de l'île de Ré, puisque l'île de Ré était toute sa vie. Un flot de couleurs que l'on retrouve aussi dans l'étoile d'Ambre Foulquier, sa fille. Et aux peintures se mêlent au centre du pressoir les sculptures de l'artiste Natacha Mondon, dans un mélange des matières, un jeu de transparence et de lumière, avec pour thème central la musique, comme ce violon en trompe-l'œil. Et vous avez donc la possibilité de voir une personne qui joue du violon derrière et qui tient un petit violon et qui épouse complètement la forme du violon. Pour faciliter l'accès à la culture, notamment aux enfants, l'association s'engage dès à présent à ouvrir les portes du pressoir aux écoles qui le souhaitent. Et c'est la fin de ce journal dans lequel on a parlé notamment de l'affaire des boiseries détruites du château du Clos-Lucé à Amboise. Le tribunal correctionnel de Tours a condamné ce matin le propriétaire du château et l'ancien architecte en chef des monuments historiques pour avoir réalisé des travaux sans autorisation dans ce monument classé. L'entreprise en charge des travaux a également été condamnée. Ils ont écopé d'amende allant jusqu'à 18 750 €. La justice avec aussi un dossier hors norme, l'affaire Le Squarnec. Le nombre de victimes potentielles du chirurgien Joël Le Squarnec s'élève désormais à 349. Le chirurgien est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur des patients mineurs durant près de 30 ans de carrière, notamment en Indre-et-Loire. Et à la une de l'édition nationale, ce soir, le passage de la tempête Elsa. Beaucoup de pluie et beaucoup de vent attendus dans le sud-est du pays. Des dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. Un point complet à suivre dans quelques instants. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain midi. Bonsoir à tous. Demain samedi, le ciel sera assez chargé en matinée, mais il ne donnera au pire que quelques averses. Les températures vont rester douces. 6 à Orléans à l'aube, ainsi qu'à Romorantin et Vendôme, et 7 à Châteauroux et à Tours. Et puis